J'habitais dans le quartier du plateau Mont-Royal, à Montréal, et je rentrais chez moi à pied, tard dans la nuit. J'habitais à quelques pâtés de maisons seulement, mais marcher seul la nuit me mettait toujours mal à l'aise. Le plateau a toujours eu cette réputation. Délinquance, gens sans abri. Et je prenais soin d'avoir mon spray au poivre sur moi, tout le temps. Je n'avais aucune envie de devenir une autre victime dont on entend les histoires autour d'un verre. Au début, tout semblait banal. La promenade était courte. De temps en temps, je croisais quelqu'un et je lui souriais. Il faisait noir, l'air était froid et sec, et je sentais mon cœur qui battait fort sous mon manteau. J'ai essayé de ne rien laisser paraître. Pas une faiblesse. J'avais pris mon vieux sac à dos du secondaire plutôt que mon sac à main, pour ne pas tenter les voleurs, et je m'étais habillé de façon à ne rien montrer. On n'est jamais trop prudente, me suis-je dit. Puis, derrière moi, une voix m'a appelé, rauque, comme si la personne avait fumé toute sa vie. « Excusez-moi, mademoiselle, vous auriez des pièces ?» Je me suis retourné. C'était un homme sans abri. Ses vêtements étaient en lambeaux, chiffonnés, et il avait des trous partout. Son odeur était âcre, mélange de sueur, d'alcool et d'urine, et ses yeux semblaient fous, comme si ses pensées s'échappaient de lui pendant qu'il parlait. J'ai secoué la tête et je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, que j'étais désolé. Il n'a pas aimé ma réponse. « Allez, donne une pièce ou deux. » Il a insisté, sa voix devenant plus pressante. « Une jolie fille comme toi doit bien avoir quelques dollars sur elle. » J'ai eu ce pincement dans la poitrine. Je déteste parler aux inconnus, et encore plus quand ils sont imprévisibles comme lui. J'ai choisi l'ignorance, ne pas attiser la bête. Je lui ai juste murmuré un « désolé » et j'ai accéléré le pas, cherchant à prendre de la distance. Il m'a suivi. D'abord des insultes, puis des menaces qui sont tombées comme des pierres. Vous, les riches, vous vous croyez supérieurs. Tu vas le regretter, je te le promets. Mon cœur s'est mis à tambouriner contre mes côtes. J'ai marché plus vite, puis carrément couru. Mes chaussures claquaient sur le trottoir, et la nuit résonnait de mes pas et des siens. Il me talonnait, étonnamment rapide pour quelqu'un qui titubait. J'ai senti son souffle derrière moi, chaud et empestant, et qu'une main invisible semblait vouloir m'attraper. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai senti le spray au poivre. Mes doigts l'ont serré comme un gilet de sauvetage. Je me suis retourné, les pointés vers lui, et j'ai crié de toutes mes forces « Laisse-moi tranquille !» J'ai voulu paraître courageuse. Ça a sonné comme un petit cri aigu. Il a ri, un rire qui a parcouru ma peau comme un frisson glacé. Il a avancé encore d'un pas. J'ai braqué le spray en plein visage. « Ne t'approche pas, s'il te plaît. Je ne veux pas te faire de mal. Pars, et j'oublierai que tout ça s'est produit. » J'ai dit, la voix qui tremblait. Il n'a pas écouté. Ses yeux étaient fixés sur moi, comme hypnotisés. J'ai pressé le bouton. Un jet de liquide m'a paru exploser dans l'air et l'a frappé en plein visage. Il a poussé un cri, s'est frotté la figure et a reculé en titubant. J'avais les larmes aux yeux aussi, le goût métallique de l'adrénaline sur la langue. Mais je suis parti en courant. Mes pieds ont martelé le béton jusqu'à mon immeuble. J'ai fermé la porte à clé derrière moi et j'ai appuyé mon dos contre le bois, respirant à grands coups. Mes mains tremblaient. J'étais techniquement en sécurité, mais la peur s'était installée, comme une mauvaise odeur qui ne part jamais. Je savais qu'il ne fallait pas me laisser envahir par ces insultes, mais la peur me rongeait, la peur qu'ils reviennent.
Je suis resté allongé au lit, fixant le plafond, incapable de dormir. J'entendais la ville dehors, un vrombissement lointain, et à chaque bruit, je me redressais comme si quelqu'un était à ma fenêtre. J'aurais dû appeler la police tout de suite, mais j'avais déjà eu des expériences, et ici, et à moins qu'on ne soit brûlé vif, la réponse des services est presque inexistante. Les jours ont passé, les semaines aussi. J'ai décidé peu à peu que la vie devait reprendre son cours. J'ai recommencé à rentrer seul. Il n'était plus là. Je me suis dit qu'il avait peut-être bougé, qu'il avait pris la rue du Vieux-Port ou une autre armoire de la ville. Je me sentais plus sûr. J'avais tort. Un soir, en rentrant du travail, j'ai entendu des pas derrière moi encore une fois. Je me suis retourné. Il était là, toujours. Ses yeux brillaient d'une colère animale. La scène de cette nuit m'a traversé comme une cassette qu'on rejoue. Il n'avait pas tourné la page. « Tu ne peux pas t'échapper de moi », a-t-il hurlé. Puis il a bondi. J'ai poussé un cri. J'ai cherché mon spray. Il n'était pas là. J'ai réalisé, avec une panique glacée, que je l'avais laissé sur le comptoir de la cuisine en partant le matin. J'ai voulu reculer. Trop tard. Il m'a attrapé. Ses doigts se sont refermés sur ma peau comme des pinces. J'ai hurlé, j'ai donné des coups, j'ai frappé, j'ai donné des coups de pied, tout ce qui me revenait. Rien n'a rompu sa prise. Sa force était un poids que je n'avais pas prévu. Quand j'ai senti que tout était perdu, une voiture de patrouille de la police est arrivée, freins qui ont crié, gyrophares qui ont clignoté dans la nuit. 2 policiers ont sauté dehors et ont couru vers nous. L'homme m'a lâché comme si on lui avait arraché un aimant. Je suis tombé en arrière, les genoux qui ont fléchi sous moi. Ils l'ont maîtrisé et l'ont menotté. J'ai sangloté pendant qu'un officier me disait que je devrais aller porter plainte au poste, rue Saint-Urbain. Et après cette nuit-là, je n'ai plus jamais marché seul pour rentrer chez moi. Le traumatisme était collé à ma peau, une cicatrice que je sentais à chaque fois que je mettais une clé dans la serrure. La peur est devenue une présence constante, un rappel brut que la prudence n'est jamais de trop. Parfois, marcher seul n'est tout simplement pas assez sûr, et il n'y a rien à faire pour changer ça. L'homme a été accusé, mais il n'a pas écopé d'une peine de prison. Les centres de détention étaient déjà surpeuplés, m'a-t-on expliqué, et la charge n'était pas jugée assez grave pour le garder derrière les barreaux. La Sûreté du Québec m'a dit qu'ils avaient dû le laisser libre. Ça ne m'a pas rassuré une seconde. J'espère seulement que je suis la dernière personne à qui il a fait ça, que personne d'autre ne goûtera à la même peur que j'ai connue. Cette peur froide qui s'insinue et ne te lâche plus. J'ai 15 ans quand ça m'arrive. Ça fait environ 10 ans maintenant. Mais la peur, elle ne m'a jamais lâché. Faut que vous compreniez le décor. J'ai grandi avec une mère solo, Marie-Claude. Elle bossait comme une folle. Elle avait toujours les mains pleines, le regard ailleurs. Et elle n'avait jamais vraiment le temps de savoir où j'étais, ni combien de temps je traînais dehors. Son conseil, c'était simple et sec. Reste en sécurité. Et puis, basta. Peut-être qu'elle aurait dû s'inquiéter davantage. Parce que ce qui m'est arrivé, une décennie plus tôt, c'était à la fois la chose la plus dangereuse et la plus excitante de ma vie. Et pourtant, je voudrais aujourd'hui pouvoir tout effacer, tout raturer. J'aimerais ne jamais m'y être mêlé. Ce jour-là, je rentrais de l'école secondaire Saint-Laurent, comme d'habitude. Je pensais surtout à mon jeu vidéo, le nouveau que ma mère venait de m'offrir la veille pour mon anniversaire. L'air était piquant, j'avais le carton du jeu sous le bras,
et mes baskets faisaient un bruit mou sur le trottoir. Puis un type s'est approché. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il avait l'air d'un affilié, genre gang, la casquette en arrière, le short qui pendait bas, le débardeur trempé de sueur. Il sentait la graisse et la bière rance, une odeur qui vous accroche la gorge. Il a marché à côté de moi, tout près, comme si les bruits se collaient à sa peau. « Tu veux te faire de l'argent ?» qu'il m'a demandé, voix grave, râpeuse. J'ai eu un drôle de mouvement au ventre. Je ne savais pas quoi répondre. Il a posé l'offre sur la table. Une grosse somme pour livrer un paquet à une adresse. Il n'a pas sourcillé. Pour moi, et gamine de 15 ans, la somme, 200 $ canadiens, sonnait comme le paradis. 200 $, c'était de l'or. L'adresse, un coin de Hochelaga Maisonneuve qui puait la débâcle. J'ai hésité. J'ai senti mon cœur marteler ma poitrine, comme un tambour sourd, comme si chaque battement signalait « non ». Mais l'argent m'a parlé plus fort que la peur. J'ai fini par accepter. Le trajet m'a pris environ 45 minutes. J'ai marché, la tête vide, en répétant la couleur du paquet comme un mantra pour me rassurer. Plus j'approchais, plus j'avais envie de revenir. J'ai gardé le paquet serré contre moi. Le carton humide du paquet a commencé à suer. Et l'odeur de colle et de plastique m'a rendu malade. La maison était pire que l'extérieur. Fenêtres cassées, tags partout, les murs griffés de noms qu'on ne prononce pas sans se faire regarder. Le ferraillage de la porte avait déjà été forcé. L'air qui sortait de l'intérieur était lourd, piquant. Il sentait la fumée rance, la sueur et quelque chose de métallique. J'ai enfoncé la main dans mes poches pour tenter de me donner du courage. J'ai frappé, doucement, comme si un coup de poing aurait suffi à réveiller tout l'immeuble. J'espérais laisser le paquet sur le perron et partir. Pas de chance. La porte s'est ouverte sur un gars immense, Lucien. Grand, trapu, la mâchoire carrée, les yeux froids. Son regard m'a traversé. Il a pris le paquet sans me dire un mot et il m'a fait signe de le suivre. Tout dans mon corps me criait de reculer. Et pourtant, j'ai suivi. J'avais l'impression qu'une corde me tenait les jambes, qu'on m'entraînait malgré moi vers l'abîme. L'intérieur était un autre monde. L'air vibrait de paroles basses. Des types traînaient sur un vieux divan défoncé. Ils fumaient des joints. La fumée tournait au plafond comme une nuée sale. Ils riaient parfois, mais sans joie, des rires secs, cassés. L'odeur de la pièce m'a collé aux vêtements. Ça sentait la décomposition d'une vie. Lucien a ouvert le paquet devant moi. J'ai vu des liasses de billets, des sachets de poudre, des seringues usées, du plastique froissé. Mon estomac s'est noué. Mon visage a dû trahir ma nausée parce que Lucien n'a pas souri. Il m'a dit, net, sans m'interroger, « Tu vas livrer d'autres paquets comme ça. » Je suis resté figé. L'air a semblé se raréfier. Mes pensées se sont bloquées. « Et si je dis non ?» j'ai balbutié. Il m'a regardé, et avec la même voix qui vous arrache l'hésitation, il a répondu « Tu peux dire non, et tu verras. » Je n'ai pas aimé la menace. Elle n'était pas directement articulée, mais elle pendait là, lourde, comme une lame invisible. Alors j'ai dit oui. J'ai dit oui pour ma vie, pour la sécurité de ma mère, pour ne pas savoir ce qui m'attendait. Ils m'ont donné un sac de sport, un paquet pour chaque adresse. Des adresses griffonnées sur un papier humide. Lucien m'a expliqué le manège. Je livrais, je revenais, je devais rapporter le sac vide. Ensuite, j'étais payé. J'ai senti qu'on me regardait comme un outil, pas comme un humain. Ils m'ont aussi dit que personne n'avait besoin de savoir. Qu'un seul gamin qui savait, c'était déjà trop. Les jours sont devenus mécaniques. J'ai livré paquet après paquet.
J'ai traversé des quartiers que je n'aurais jamais imaginé connaître. Saint-Michel, Pointe-Saint-Charles, des ruelles qui sentaient la rouille, des halls d'immeubles aux néons morts. À chaque arrêt, j'ai senti la peur ramper le long de ma colonne vertébrale. Mon cœur battait à la chamade. J'essayais de faire le minimum. Je passais les paquets. Je souriais quand on m'ordonnait de sourire. Je repartais, le sac vidé qui me semblait plus lourd que toutes mes chaussures. La tenue de route m'a transformé. Ce n'était pas seulement ce que je portais dans le sac. C'était la sensation d'être suivi, d'être collé à quelque chose de sale. J'ai commencé à me méfier des ombres, à saluer les passants comme si je cherchais un visage ami dans un désert. Mes mains tremblaient, parfois quand je frappais à une porte. Le goût de la peur m'était resté sur la langue. J'ai essayé de me dédouaner. J'ai pensé appeler quelqu'un, n'importe qui. Mais ma mère, elle travaillait 4 boulots pour nous faire tenir dans notre minuscule appartement du plateau Mont-Royal. Je ne voulais pas lui rajouter du poids sur les épaules. Qui aurais-je appelé de toute façon? J'avais des potes un peu louches, oui, des types prêts à tout. Mais Lucien m'avait expliqué que ce réseau devait rester propre. Pas d'autres témoins, pas d'oreilles en trop. J'avais l'impression d'être une fissure dans un mur. Si je laissais passer la lumière, tout s'effondrerait. 2 mois ont filé comme ça. Et ce matin-là, j'allais livrer près du stade olympique. J'avais le sac contre moi, la sueur au front. Les rues étaient vides, juste le bruit de mes pas et un klaxon lointain. Soudain, tout s'est arrêté. Des uniformes sont sortis de l'ombre. La Sûreté du Québec m'a arrêté. Ils disaient avoir reçu un tuyau que je vendais de la drogue. Ils ont fouillé mon sac. Ils ont trouvé la preuve. Les sachets, les billets. J'ai senti mes jambes se dérober. Les menottes ont claqué autour de mes poignets. Les mots se sont formés trop lourds. Arrestation, inculpation, détention possible. Je suis parti au poste comme on est emporté par un courant froid. Le froid a mordu ma peau. Au commissariat, j'ai parlé. J'ai raconté tout ce que je savais. J'ai raconté Lucien, la maison pourrie, les paquets. Je les ai suppliés de croire que j'avais été forcé. L'enquêteur en chef, le sergent Jean-François Tremblay, m'a regardé d'un air grave. Ils sont allés voir la maison. Ils y ont trouvé quelques clochards, quelques signes d'activité, mais pas le repère parfait que j'avais décrit. J'ai eu honte. J'ai eu peur du regard de ma mère quand elle est venue, pâle comme un linge. Ma mère n'a pas crié. Elle a appelé un avocat, maître Pierre-Luc Gagnon. Il s'est spécialisé dans ce genre d'affaires. Il a passé des heures à m'écouter, sans me juger. Il a dit qu'il voyait souvent des ados se faire embarquer dans des affaires trop grosses pour eux. Avec son aide, j'ai retourné toutes les adresses, j'ai coopéré. J'ai livré les noms, les endroits. C'était un marché, ma coopération contre une peine réduite. Ils m'ont envoyé dans un centre jeunesse. J'y ai passé environ 6 mois. 6 mois qui m'ont rongé. Là-bas, les jours étaient longs et vides, et le temps semblait mordre la peau. C'était sale, bruyant, les odeurs se mélangeaient. Désinfectant, nourriture réchauffée, peur. J'ai vu des gamins qui avaient fait des choses pires que moi. J'ai entendu des histoires qui m'ont glacé le sang la nuit. J'ai eu l'impression que ma vie était écrasée sous une semelle usée. Quand je suis ressorti, j'avais un casier. En moins d'1 an, j'étais passé de gamin qui ne causait aucun problème à type arrêté pour trafic et livraison de stupéfiants. Ma mère a été déçue, oui, mais avec le temps, elle a appris à me pardonner. Moi, j'ai appris à me haïr un peu. J'ai promis de ne plus jamais retomber là-dedans.
J'ai juré de ne plus jamais laisser l'argent me parler plus fort que ma peur. J'ai juré de ne plus jamais mettre ma famille en danger. Il y a une part de moi qui ne se blâme pas totalement. J'étais un gosse, stupide, naïf. Mais la nuit, parfois, j'entends encore le bruit du sac qui s'ouvre. Je sens encore l'odeur de plastique et de poudre. Quand je ferme les yeux, je revois Lucien, son regard sans pitié, le claquement de la porte, la main qui m'a poussé à l'intérieur. Et je sais que cette peur-là, elle m'a collé à vie. Si vous êtes dehors ce soir et qu'un inconnu vous propose de l'argent facile, faites-moi une faveur. Écoutez votre cœur quand il bat dans votre poitrine. Écoutez sa cadence. Si elle s'accélère, partez. Ne regardez pas derrière vous, ne demandez pas pourquoi. Parfois, le plus dangereux, c'est l'offre qu'on croit innocente. Je suis sorti de ça vivant, mais pas intact. Cette histoire m'a suivi, comme une odeur tenace, comme une tache qu'on ne peut effacer. Je ne suis plus le même gamin, et je n'oublierai jamais la sensation du sac qui pesait plus lourd que mon courage. Je ne sais pas exactement ce que j'aime tant dans l'air glacial de la nuit. Peut-être que c'est la seule chose qui réussit à m'apaiser. J'avais seulement 8 ans quand ma mère a commencé à maltraiter mon père. Beaucoup diront qu'il aurait dû se défendre, qu'il était un homme et qu'il aurait pu réagir. La vérité, c'est qu'il était tellement amoureux d'elle, même ivre, qu'il préférait subir ses coups plutôt que de lui en rendre. Chaque fois que ma mère basculait dans cet état, mon père me disait d'aller prendre l'air. C'était souvent la nuit. J'ai fini par aimer le silence, la pénombre. C'était devenu mon refuge. Dans l'obscurité, je me sentais seul et protégé, comme si personne ne pouvait m'atteindre. Pour la plupart des gens, la nuit éveillait la peur. Pour moi, elle calmait. Jusqu'à une nuit, et jusqu'à une femme, et qui m'ont tout enlevé. J'avais 17 ans quand ma mère est morte. Mon père l'a très mal pris. 20 ans de coups, d'humiliations, rien n'a jamais réussi à effacer l'amour qu'il lui portait. Elle ne m'avait jamais touché, donc mon père n'a jamais eu à me protéger, comme il se protégeait lui-même. On venait d'enterrer ma mère la semaine précédente. Si je devais avouer, sa mort ne m'avait pas rendu triste. J'avais ressenti un soulagement si violent que j'avais cru que mon cœur allait se fissurer. Pas pour moi, plutôt pour mon père. Même s'il n'en voyait pas l'étendue, moi, je voyais les dégâts. J'étais soulagé que tout ça soit fini. C'était un mercredi soir. J'ai pris ma marche dans notre quartier de l'est de Montréal, à Hochelaga Maisonneuve, et j'avais besoin d'air pour chasser la culpabilité, cette sensation honteuse d'être heureux de la mort de ma mère. Peu importe comme je la repoussais, la culpabilité restait, lourde comme une pierre. À un moment, j'ai compris que rien ne la changerait. J'avais marché environ 16 kilomètres. J'avais arpenté le même large cercle autour de la maison pendant des heures. Il était tard, ou tôt, selon la façon dont on le voit, autour de 3 heures du matin, et j'étais vidé. J'étais à environ 1,5 kilomètre de chez nous. Si je marchais vite, je pourrais être rentré en 25 minutes. On n'habitait pas le coin le plus sûr. Un quartier ouvrier, mais on se débrouillait. Je marchais depuis à peine 10 minutes quand je suis passé devant le dépanneur abandonné à l'angle de la rue Ontario. Il avait fermé il y a environ 10 ans pour non-conformité. Les mauvaises herbes avaient envahi la bâtisse. La plupart des vitres étaient débrisées. La rumeur disait qu'il y avait des squatteurs, mais je n'en avais jamais vu. Peu m'importait. Je voulais juste marcher et disparaître dans la nuit. Et puis, presque comme une idée folle, j'ai vu une femme sortir en rampant d'une des fenêtres du dépanneur. Je vais être franc,
Elle était répugnante. Son visage et ses vêtements étaient recouverts de boue et de crasse. Même à quelques mètres, j'ai senti son odeur, une puanteur âcre, comme si elle avait dormi dans les égouts de la ville. J'ai détourné les yeux et j'ai continué. 5 minutes plus tard, l'odeur est revenue, mais cette fois plus proche. Une chaleur de haleine sur la nuque. Je me suis retourné. Elle se tenait juste derrière moi, et tellement près que j'ai senti ma respiration se coincer. J'ai commencé à étouffer. Son parfum était un mélange de moisissures, de vieux alcools et de quelque chose de putride que je ne pourrais jamais oublier. J'ai voulu reculer. Elle a sorti un couteau et l'a pressé contre mon ventre. Ce geste a coupé mon souffle. J'ai senti la lame m'effleurer, puis la peau céder. Le métal a mordu. En regardant la lame, ma tête s'est vidée. Ma vie avait été merdique jusque-là, mais je n'avais pas envie de mourir. J'ai levé les yeux pour chercher une trace d'humanité dans son regard. Il n'y avait rien, aucun remords, aucune pitié, aucun lien humain. Son visage était couvert d'ulcères et de plaies ouvertes. Ses muscles tressautaient, comme si elle était secouée par une course d'électrochocs. Elle ne parlait pas. Elle bougeait avec la convulsion d'un animal drogué, peut-être plusieurs substances. Elle a gardé la lame enfoncée pendant que je demandais ce qu'elle voulait. Rien. Sa main libre a fouillé mes poches, a palpé mon portefeuille. Elle l'a arraché et l'a glissé dans sa poche. Puis elle a pointé ma montre. Je l'ai enlevée et je l'ai tendue. Ridicule, mon portefeuille n'avait ni carte ni argent, pas une seule pièce. Ma montre valait tout au plus 10 $ canadiens. Je n'ai pas osé le dire. J'ai pensé que, si elle avait pris tout ce qu'elle voulait, ça s'arrêterait là. Je me suis trompé. Elle m'a forcé à contourner l'arrière du bâtiment. L'air y était encore plus lourd, saturé d'humidité et d'odeurs stagnantes. Je sentais le papier mâché et la poussière râper ma gorge. Là, elle a commencé à me toucher d'une façon que je refusais de sentir. À chaque fois que je résistais, le couteau s'enfonçait un peu plus dans ma chair. Les battements de mon cœur tambourinaient dans mes tempes. J'entendais ma respiration se fracasser comme du verre. J'ai essayé encore de repousser, et la lame a glissé, froide et précise. J'ai fini par céder, par m'abandonner à cette torpeur glacée. Elle a fait ce qu'elle a fait, sans mots, sans hésiter, et lorsque c'était fini, elle a retiré le couteau de mon ventre, comme on enlève un papier collant d'une peau malade. Elle s'est relevée et s'est éloignée, comme si rien de tout cela ne signifiait quelque chose. Comme si elle n'avait pas détruit un petit bout de moi pour le restant de mes jours. Les jours qui ont suivi, je n'ai presque pas quitté ma chambre. Chaque nuit, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, vidé, sans savoir si je souhaitais encore vivre. Je n'ai rien raconté. Je savais que personne ne me croirait, que l'on se moquerait. Un homme agressé par une femme, les mêmes remarques stupides, les regards qui doutent. Je n'avais pas envie d'être vu comme faible. Alors, j'ai tout gardé. J'ai rompu avec mes amis. J'ai coupé les fils avec la famille. Je suis devenu un silence ambulant. Et pourtant, quelque part dans mon corps, une envie brûlait. Confier cela à quelqu'un. Mais à qui? Qui m'écouterait sans juger? À 25 ans, seul, j'ai rencontré une femme extraordinaire, Marie-Ève. Elle m'a donné l'impression de ne plus être seul, comme si enfin, il y avait une personne à qui je pouvais tout dire. On a vécu 2 ans avant que je ne lui révèle la nuit du dépanneur. Elle m'a écouté sans dire un mot, et quand j'ai terminé, je sanglotais, laid et brisé, et elle m'a serré contre elle. Elle m'a dit qu'elle serait là, quoi qu'il arrive. Pendant 1 mois,
On en a parlé seulement quand j'en avais envie. On a pesé mes options pour obtenir de l'aide. Au début, je ne voulais pas aller voir la police. Mais elle m'a aidé à comprendre qu'en le faisant, je pourrais empêcher d'autres personnes de vivre ce que j'avais vécu. Alors j'ai déposé une plainte auprès du service de police de la ville de Montréal. Je ne nourrissais pas beaucoup d'espoir. C'était surtout pour moi une façon de fermer une porte, de ne plus laisser cet événement me gouverner. Pendant les 2 années qui ont suivi la plainte, j'ai renoué avec mon père. Il a été fou de joie de me revoir. Malheureusement, et les policiers n'ont jamais retrouvé les occupants du dépanneur, ni la femme qui m'avait attaqué. Je n'avais pas d'illusion, mais il y avait cette part de moi qui voulait l'avoir payé, au moins pour l'outrage fait à mon corps. Il y a 3 ans, nous nous sommes mariés, Marie-Ève et moi. Aujourd'hui, nous avons une petite fille de 2 ans. La vie ne pourrait pas être plus douce, et parfois, j'arrive presque à oublier. Mais je devais raconter cette histoire, pas pour revivre la douleur, mais pour dire aux autres hommes que si vous avez vécu la même chose, ou quelque chose qui s'y rapproche, vous n'êtes pas seul. Même si je ne suis qu'une personne, je veux croire que ça compte. Je veux aussi dire ceci. La nuit, parfois, me ramène là-bas. Un souffle dans le dos, une odeur d'égout, un tic nerveux qui me fige. Et chaque fois, j'entends encore le métal qui a coupé ma peau, le bruit de ma montre qui a cessé de faire tic-tac pour un instant. Mais j'ai appris que l'on peut se recoudre, que l'on peut se relever. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a rendu un peu de paix. Et si partager mon histoire peut aider une seule autre personne, même juste un homme qui pense être seul, alors ma nuit n'aura pas été vaine. Merci d'avoir écouté. Si vous sentez que vous portez quelque chose que vous n'osez pas dire, cherchez quelqu'un qui vous écoutera. On ne guérit pas si l'on reste enfermé. Je me suis senti fébrile à l'idée de commencer une nouvelle vie à Montréal, au Québec. Marie-Ève et moi venions d'emménager dans un petit appartement du plateau Mont-Royal, et j'étais impatient de découvrir une ville que je n'avais jamais arpentée. J'étais allé au Provigo pour prendre 2 ou 3 bricoles, et en rentrant, je textais Marie-Ève pour lui raconter toutes les petites merveilles que j'avais croisées. Les fresques qui explosaient de couleurs dans le Myland, les restos à poutine du vieux Montréal, la montagne qui appelait pour randonner. J'étais scotché à mon téléphone, le pouce qui glissait, le cœur qui battait un peu plus vite à l'idée de tout lui décrire. Je n'ai pas vu que je m'étais fourvoyé. Comment ai-je pu être aussi idiot pour ne pas regarder où j'allais? J'étais trop excité, trop occupé à écrire. Et quand j'ai enfin levé la tête, je me suis retrouvé dans une rue que je ne reconnaissais pas. Les trottoirs étaient déserts, les immeubles semblaient abandonnés, portes et fenêtres clouées. C'était comme dans un jeu post-apocalyptique. L'air était froid, humide, et une odeur de moisissure et de pluie m'a sauté au visage. Une sueur froide m'a parcouru l'échine. Je me suis senti mal à l'aise, puis franchement effrayé. Rien de tout ça ne ressemblait au quartier dans lequel j'avais marché un peu plus tôt. J'ai ouvert ma carte sur le téléphone et j'ai essayé de me repérer. J'étais encore à environ 4 milles de chez nous et la lumière déclinait. Il a commencé à pleuvoir, d'abord fin, puis plus dru. La pluie m'atomisant le visage, devenue une piqûre froide sur la peau. Au coin d'une rue, j'ai vu une vieille voiture avec une enseigne taxi sur le toit. La carrosserie était cabossée, la peinture écaillée. La pluie faisait des tambours sur le capot. J'ai hésité.
Ça n'avait pas l'air d'un taxi officiel de Montréal, et j'avais vu bien trop d'émissions policières pour me jeter dans n'importe quelle voiture. Mais j'ai pensé au froid, à l'obscurité, au fait d'être perdu. La peur de rester dehors m'a paru pire que le danger de monter. J'ai frappé à la vitre. Le conducteur a roulé la fenêtre sur une fente et c'est tout. Juste assez pour que je puisse demander s'il pouvait m'amener. Il n'a pas répondu à voix haute. Il a hoché la tête, un hochement sec, comme un oui jeté. Il a déverrouillé les portes. Je suis monté et je lui ai dit de me déposer à la station-service Petro-Canada, près de notre immeuble, sur l'avenue du Mont-Royal. Et j'ai donné l'adresse. Il a démarré. Le moteur a ronronné. La voiture a avalé la nuit. Je regardais l'application de map. J'ai jeté des coups d'œil réguliers. Plus nous roulions, plus j'ai eu le sentiment désagréable que nous prenions la mauvaise direction. J'ai froncé les sourcils. J'ai demandé s'il pouvait me raccompagner. Il n'a pas répondu. Il a simplement continué de conduire. Mon ventre s'est noué. J'ai demandé à descendre pour chercher un autre moyen de rentrer. Silence. Il a ri, un petit rire sec, sans bienveillance. J'ai essayé d'ouvrir la portière. Elle était verrouillée. Pas un verrou avec un bouton. Un verrou qui s'était enfoncé dans la tôle. Impossible à soulever. J'étais coincé. La peur m'a envahi, rapide comme une marée. Mon cœur a commencé à tambouriner contre ma cage thoracique. Ma respiration s'est raccourcie. Et l'angoisse a élargi chaque seconde. Nous avons roulé jusqu'à ce que les immeubles disparaissent et que la ville paraisse avalée par le noir. En réalité, la voiture a dû rouler environ 30 minutes, mais dans cette étroite carcasse métallique, chaque minute m'a paru une éternité. La pluie cognait plus fort, sur le pare-brise, sur le toit, et l'odeur mêlée de cuir humide et de vieux mégots m'a serré l'estomac. Je sentais ses yeux sur moi dans le rétroviseur. Il me fixait. C'était presque plus oppressant que l'isolement lui-même. Le regard rivé, patient, presque affamé. J'étais seul dans un taxi avec un inconnu qui n'avait apparemment aucune intention de me rendre à la maison. La panique me broyait. J'essayais de réfléchir, de calculer une sortie possible, et rien ne venait. Finalement, si la voiture s'est immobilisée sur le bord d'une route déserte. Le conducteur s'est retourné vers moi. Il portait un hoodie noir, lié à la gorge. Son visage était constellé de tatouages grossiers, comme des griffures ancrées sur une peau sale. Un rictus a ourlé sa bouche. Il parlait d'une voix éraillée, et j'ai senti un frisson long descendre le long de ma nuque. « Bienvenue à votre destination finale », a-t-il dit. Les mots m'ont gelé. J'ai tenté de le raisonner à voix tremblante. Qu'il me laisse partir, qu'il n'y aurait pas d'histoire, que j'étais prêt à partir calmement. Il ne m'a pas écouté. Il s'est contenté de rire en sortant. Il a ouvert la portière arrière et m'a tiré par la veste sans cérémonie. La pluie m'a frappé le visage, la boue a éclaboussé mes manches. Il m'a jeté dans le caniveau. Mon dos a heurté le trottoir. Le souffle m'a manqué. J'ai essayé de me relever et de courir, mais il a été plus rapide. Il m'a plaqué au sol comme on abat un animal. Il a pressé une lame contre ma gorge. Le métal était froid, un trait de glace sur ma peau. Les larmes sont montées. Ma voix est restée coincée. « Pourquoi tu fais ça ?» ai-je demandé, la voix qui tremblait, l'air qui me manquait. Il a ri, sans dents fidèles, et il a répondu « Pourquoi pas ?» Comme si on pouvait poser ce genre d'acte sans conséquence. Je sentais le cuir de sa manche, la pluie qui me piquait les yeux, l'acier contre ma peau. Je n'arrivais plus à bouger. J'ai fini par forcer un hurlement, un son primitif qui est sorti de ma gorge en claquant. Et par miracle, des pas ont répondu. Quelqu'un a marché dans la nuit.
Des voix se sont élevées. Or, l'écho d'une présence humaine a traversé le froid. À une quinzaine de mètres, un groupe est apparu, silhouette noyée dans la pluie. Mais il venait vers nous. Le conducteur s'est figé. Ses mains ont commencé à trembler comme des feuilles. Il a lâché prise, puis il s'est relevé d'un bond et a pris la fuite à travers les ruelles, abandonnant sa voiture, abandonnant mon corps sur le sol détrempé. Ils se sont précipités vers moi. Un gars, qui s'appelait Jean-François, m'a aidé à me redresser et a pressé sa main contre la blessure que je n'avais même pas remarquée au col. Le sang avait valenté contre son gant. Ils ont appelé la Sûreté du Québec. Une ambulance m'a emmené à l'hôpital Notre-Dame. J'ai reçu des points de suture pour la lacération sur la gorge. Autrement, je m'en suis sorti physiquement. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la pluie, la lame, le sourire tatoué. La police a fouillé la voiture. Elle était volée. On n'a rien trouvé dedans qui puisse rattacher l'affaire directement à lui ce soir-là. Des années plus tard, un autre homme a été enlevé de la même façon, dans les mêmes parages, du côté des abords d'Hochelaga Maisonneuve. Cette fois, l'agresseur a été attrapé. On m'a convoqué parce que les enquêteurs avaient vu des similitudes et j'ai reconnu l'homme qui m'avait attaqué cette nuit-là. Il s'appelait Gilles Tremblay. J'ai eu l'impression d'avoir un poids en moins sur la poitrine quand j'ai su qu'il avait été inculpé et condamné à 7 ans de prison au centre de détention de Bordeaux. Il n'a jamais avoué d'autres enlèvements. Mais on savait, au fond, que ce n'était pas tout. J'ai essayé de tourner la page. J'ai essayé de reprendre une vie normale. Mais la marque sur ma gorge est restée, et les cicatrices intérieures n'ont jamais disparu. Je me suis souvenu de la chaleur des mains qui m'ont aidé. Jean-François, Marie-Claude, Luc. Des inconnus qui ont risqué de s'en mêler et qui m'ont sauvé sans réfléchir. Je n'ai jamais oublié la peur panique dans cette voiture, le goût du métal sur ma langue, la pluie qui martelait mon visage. Et je n'ai plus jamais baissé la garde. Depuis ce soir-là, je fais attention à tout. Je regarde autour de moi, surtout quand la nuit tombe et que je traverse des ruelles inconnues de Montréal. Avant de commencer, faut que je vous dise un truc. Je suis écrivain. Les mots me viennent comme des éclats. Parfois, ça sonne comme de la fiction même quand c'est la vérité. C'est plus fort que moi. Quand je raconte, je brode, je détaille. Ici, tout est vrai. Chaque odeur, chaque cri. J'avais 20 ans. J'étudiais à l'Université de Montréal et mes parents payaient mon appartement. J'avais trouvé un emploi au centre sportif, sur le plateau Mont-Royal, à nettoyer les appareils. Je me levais le matin avec cette petite ivresse. Chaque jour me rapprochait de la vie dont je rêvais. Ce soir-là, le soleil était en train de tomber quand j'ai marché dans les rues vides d'Hochelaga Maisonneuve. Mes pieds me faisaient mal après une journée debout. J'ai pris un autre chemin, juste pour changer. Je voulais casser la routine. J'aurais dû revenir sur mes pas. Plus loin, la rue s'est faite plus sale. L'air sentait le pétrole et quelque chose d'humide. J'ai entendu un grognement, un son profond qui venait de l'ombre, comme un animal qui marmonnait son attente. J'ai cherché la source. Rien. Juste le bruit, là, derrière moi. J'ai hésité. Refaire mon trajet habituel m'a traversé l'esprit, mais j'ai continué. Le grognement a persisté. Il a commencé à me suivre. Toujours la même cadence, comme un métronome méchant. Les poils dans ma nuque se sont dressés. Une sueur froide a perlé sur mon front. Ma respiration a commencé à se coincer. J'ai senti mon cœur battre trop fort. Un tambour contre mes côtes. À la sortie d'une piste en terre, près de la rue Ontario, le bruit est devenu plus net, plus bas.
J'ai su que ce n'était pas mon imagination. Je n'ai plus réfléchi, et j'ai couru. Mes chaussures claquaient sur le bitume. Chaque pas m'a projeté plus loin, mais le grognement revenait, plus proche. J'ai senti la peur comme un goût métallique dans la bouche. Mes jambes commençaient à faiblir. J'entendais des pas derrière moi, pas humains. Un râle, des dents qui claquent, puis des cris plus graves, multipliés. Je me suis retourné en courant. Une meute de chiens errants est apparue. Leurs mâchoires luisaient, la bave accrochée à leurs babines. Ils couraient plus vite que moi, légers, affamés. J'ai hurlé. Mon cri a rebondi sur les façades closes. J'ai senti l'air devenir lourd, chargé de poils mouillés, d'urine, d'un relent de fer, le sang qui commence à exister. Ils m'ont rattrapé avant que j'aie atteint le voisinage résidentiel. Ils ont sauté, d'abord sur mes jambes, puis sur tout mon corps. C'étaient des griffures, des dents qui cherchèrent la chair. J'ai hurlé d'un mélange de surprise et de douleur, un cri aigu qui m'a quitté la gorge. J'ai frappé, j'ai donné des coups de pied, j'ai cherché leurs coups. Ils tenaient bon. Ils mordaient et remuaient la tête, comme s'ils essayaient d'arracher. Mon pantalon était maculé. L'odeur de mon propre sang est arrivée, fort, rouge, chaud. J'ai senti quelque chose craquer sous leurs mâchoires. J'ai cru que j'allais perdre connaissance. Et puis une voix a déchiré la nuit. Un homme a surgi de sa maison 2 portes plus loin. Il a crié, il a agité les bras. Les chiens ont reculé, intrigués. L'homme m'a aidé à me relever. Il a dit s'appeler Jean-François. Il a dit qu'il allait m'emmener à l'hôpital Notre-Dame. J'ai senti un éclair d'espoir, timide. Peut-être que j'allais m'en sortir. Mais le salut n'a pas duré. La meute est revenue. Plus d'ombre, plus de dents. Ils avaient goûté au sang. Ils étaient devenus pires. Jean-François s'est placé devant moi. Il a crié. Il a frappé de ses bras. J'ai vu la détermination sur son visage. Il s'est interposé. Il a pris le pire. Ils l'ont attaqué comme une bête l'attaque. J'ai vu sa chemise se gorger crue. Des lambeaux partaient. Il a hurlé d'un hurlement aigu, inhumain. Ce cri me hante encore. J'étais pétrifié. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais plus à boire l'air. Je n'arrivais plus à crier. J'ai juste regardé. Les chiens l'ont dévoré devant moi. Pas tout de suite. Ils l'ont déchiré petit à petit, avec une insistance mécanique. Sa peau est partie en lambeaux. Il roulait. Il était en train de se battre. Mais ils étaient partout. Il tenait ses jambes, sa poitrine, et son sang ruisselait sur le trottoir. J'ai entendu des os craquer. Ce son, 2 morceaux, l'un contre l'autre, reste collé dans mon esprit. Je me suis dit que c'était fini pour moi aussi. J'ai fermé les yeux. Je me suis préparé à sentir leur croc dans ma nuque. J'ai attendu le coup final, le déchirement. Et puis, un autre son, le claquement d'une batte sur un crâne. La douleur d'un aboiement suivi d'un grognement de douleur chez l'un des chiens. J'ai rouvert les yeux. Une femme se tenait debout, haletante, la batte en main. Elle frappait comme si sa vie en dépendait. Chaque coup faisait gémir la meute. Elle criait pour qu'on appelle une ambulance. Elle s'est mise entre nous et ces bêtes. Elle s'est tenue au milieu du carnage. C'était elle qui a stoppé le pire. On nous a emmenés tous les 2 à l'hôpital. Jean-François a été conduit directement en chirurgie. Moi aussi, mais moins grièvement. Entre les draps et les néons de la salle d'urgence, la culpabilité m'a mordu plus fort que la douleur. Il n'était sorti que pour me protéger, et il avait pris le pire. Je me suis senti minuscule. La femme qui avait frappé avec la batte s'est présentée. Marie-Claude. C'était la femme de Jean-François. Avant que son mari ne sorte pour m'aider,
Elle lui avait supplié d'attendre la sûreté du Québec. Il n'a pas écouté. Il était déterminé. Quand elle a vu nous deux en grave danger, elle a pris la batte de leur fils et elle est sortie. Elle a foncé. Elle nous a sauvés. Jean-François a survécu. Il a survécu, mais il a payé cher. On lui a fait des greffes de peau. Il a eu des chirurgies esthétiques multiples. Sa silhouette a changé. Son visage a gardé des traces. Sa voix a gardé des éclats. On est resté en contact. On s'est liés d'une amitié étrange, solide. Ils sont devenus mes sauveurs. Je me suis senti redevable pour toujours. Pour moi, pour la fille qui a reçu les éclaboussures de sang et de saleté ce soir-là. Cette nuit-là m'a changé. Elle a creusé quelque chose dans ma poitrine. J'ai arrêté de marcher sans regarder autour de moi. J'ai commencé à sentir les animaux autrement, comme s'il y avait derrière chaque père Dieu une possibilité de basculement. Le monde m'a paru plus dangereux, plus mince. Même les créatures les plus communes peuvent, en un instant, devenir sauvages. Je n'oublierai jamais la façon dont l'odeur du métal m'a semblé omniprésente, ni le bruit des pneus d'ambulance qui s'éloignaient, et ni la main de Jean-François tremblante quand il m'a serré la sienne avant d'être emmené, ni la batte de baseball qui rasait le vide, ni la voix de Marie-Claude qui criait des instructions. Ces images et ces sons vivent encore dans mes nuits. Ils ont risqué tout, leur maison, leur paix, leur corps, pour arracher 2 vies à la morsure. Ils m'ont donné la vie ce soir-là. Je leur dois une dette que je ne pourrai jamais effacer. Depuis, chaque fois que je passe près d'un parc à la tombée du jour, mon cœur se serre. Je sens encore les poils sur mes bras se dresser. Je me rappelle du goût du fer, de la poussière, du souffle chaud des chiens. Le monde est dangereux. Même l'innocence la plus muette peut se transformer en fureur. Et parfois, ce sont des inconnus, un homme, une femme avec la batte de leur fils, qui vous arrachent à la nuit. Et je n'ai pas résumé. Je ne pouvais pas. Tout s'est passé, et je voulais raconter. C'est resté gravé. Chaque détail, chaque son, chaque odeur. J'ai marché chez moi après un service de nuit au bar où je travaillais, dans le quartier du plateau Mont-Royal à Montréal. La nuit était fraîche d'automne, les érables enflammés craquant sous mes pieds comme des allumettes qui se consument. Et la ville était silencieuse. Aussi silencieuse que Montréal peut l'être, c'est-à-dire avec le klaxon lointain de Saint-Denis et le murmure gras des vendeurs de poutine qui résonnait au loin. J'étais perdu dans mes pensées, à compter comment je paierais mon loyer en dollars canadiens et comment je m'en sortirais avec les pourboires des touristes anglophones et des Québécois du coin, quand j'ai entendu des talons qui claquaient sur le trottoir derrière moi, sur l'avenue du Mont-Royal. Je me suis retourné sans y penser, et j'ai vu une femme qui marchait dans ma direction. Et j'ai essayé de ne pas y prêter attention, et j'ai continué mon chemin. J'étais un gars solide, forgé dans les coins plus durs d'Hochelaga Maisonneuve, et je savais que je pouvais m'en sortir si nécessaire. Pourtant, elle est restée à environ un bloc derrière moi, une présence mesurée, obstinée. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai accéléré le pas. Elle a fait pareil. J'ai pris une ruelle perpendiculaire sur Rachel pour lui échapper. Elle m'a suivi, comme si elle connaissait chaque détour par cœur. Sous la lueur d'un réverbère, j'ai aperçu son visage dans l'ombre. Il était pâle, presque spectral, et ses yeux m'ont happé, noirs, sans fond, vides de toute émotion. Plus je l'ai regardée, plus elle est devenue menace. La paranoïa m'a envahi sans prévenir. Mes jambes ont obéi avant mon cerveau.
J'ai commencé à courir vers le vieux port. Et ses talons ont cogné contre les murs de briques des immeubles historiques, une cadence comme un métronome qui voulait me rattraper. Elle n'était qu'à quelques pas derrière moi. Je n'étais pas un grand sprinteur, un peu lourd après toutes les frites belges du bar, mais j'ai eu l'impression que, si c'était nécessaire, j'aurais pu la semer. J'ai bifurqué dans une ruelle près du carré Saint-Louis pour me cacher. Quand je suis ressorti sur le boulevard Saint-Laurent, elle était là. Elle m'a regardé et m'a offert ce sourire large, mauvais, qui m'a donné des frissons comme un souffle glacé venant du fleuve Saint-Laurent. J'ai repris la fuite sans savoir où j'allais, juste pour m'éloigner. Je me suis écroulé dans le parc La Fontaine et je me suis caché derrière un vieux platane, la paume encore pleine de papier graisseux de poutine. J'ai tenté de reprendre mon souffle. J'entendais ses talons s'approcher sur l'allée de ciment, un cliquetis qui rampait jusqu'à être tout contre moi. Je me suis levé la tête et j'ai regardé ses yeux une nouvelle fois. Des puits noirs qui semblèrent me traverser, me sonder jusqu'aux os. Elle a tendu la main et a touché mon visage. Des doigts glacés, comme si l'hiver de janvier avait mordu ma peau. Un froid paralysant m'a affaissé. Je n'ai plus pu bouger. Elle s'est penchée et a chuchoté à mon oreille, sa voix un fil qui grattait l'intérieur de ma nuque. « Tu peux fuir, je serai toujours là. » L'accent était léger, mais avec une intonation québécoise étrange, comme quand on ajoute une note qu'on ne s'attend pas à entendre. Et puis, elle avait disparu. J'ai regardé autour de moi. Aucune trace, pas d'empreinte dans les feuilles mortes, et rien d'autre que moi, et le vent qui froissait les branches. Pourtant, tout était clair comme l'odeur d'une tourtière réchauffée le matin de Noël. Elle était là, et elle regardait. Je me suis relevé, j'ai marché, en essayant de m'éloigner du parc le plus vite possible. J'ai erré pendant ce qui m'a paru des heures, sous les néons jaunis des dépanneurs et l'éclairage éternel d'un Tim Hortons, ouvert 24 heures sur 24, jusqu'à entrevoir mon immeuble dans le Myland. J'ai foncé à l'intérieur, j'ai cliqué la porte derrière moi. Je me suis appuyé contre le bois, en sueur, le cœur battant comme un roulement de caisse claire. Je n'étais pas épuisé physiquement, mais vidé mentalement. Pour un moment, j'étais en sécurité. Je le croyais. Mais je savais, au fond, qu'elle était toujours dehors, en train d'attendre. Et les jours suivants ont fondu en un brouillard. Je sursautais au moindre bruit de scooter ou au tintement d'un vélo Bixi. Je n'osais plus quitter mon appartement, mais je devais travailler. Mes journées de congé au bar s'épuisaient. J'avais l'air d'un homme brisé et j'essayais de le cacher à mes collègues. Puis, une nuit après le service, sur l'avenue Laurier, je l'ai croisée encore. Elle était là, immobile de l'autre côté de la rue, sous l'enseigne d'une pharmacie, et elle me regardait. Mes jambes ont fait ce mouvement de fuite automatique. À chaque coin, sur l'esplanade, elle était là. À chaque fois que je me retournais, je la trouvais. Je me suis senti piégé, comme si la ville elle-même voulait m'empêcher de respirer. Et puis, comme la première fois, elle a disparu. Un soulagement m'a traversé, mais rapide. J'ai fini par craquer et je suis allé au poste de police de la ville, rue Saint-Urbain. On m'a ri au nez, on m'a dit que c'était mon imagination, des trucs de paranoïa, qu'il faudrait que je voie un médecin. Ils avaient tort, mais comment prouver le contraire? Les jours ont passé sans qu'elle ne se montre. J'ai commencé à croire qu'elle m'avait laissé tranquille. J'avais tort. Une nuit, alors que j'essayais de m'endormir, on a frappé doucement à ma porte. Mon cœur s'est emballé. J'ai marché jusqu'à la porte, la tête pleine d'images,
et j'ai regardé par l'œilleton. Elle se tenait là, visage pâle à peine éclairé par la lueur du couloir, ses yeux me transperçant comme la statue de pierre de la basilique. Elle a frappé d'abord doucement, puis avec plus d'urgence. J'étais pétrifié, mais quelque chose m'a poussé à ouvrir. Je l'ai ouverte, et elle est entrée comme si elle avait la clé de mon souffle. Elle m'a souri, le même rictus large et glacial, et elle s'est retrouvée devant moi alors que j'ai tenté de reculer. Elle est devenue devant moi en un battement. Je n'ai pas su comment. J'ai essayé de m'enfuir, mais elle était trop rapide. Je suis resté figé, statue humaine, tandis qu'elle a chuchoté « Tu ne peux pas m'échapper ». Puis, en français doux, presque joué, « Je suis ton destin ». Et elle s'est évaporée, disparue, comme si la pièce ne retenait qu'une odeur humide, comme avant l'orage sur la montagne. J'ai hurlé. J'ai voulu qu'on me reconnaisse, que quelqu'un m'entende et qu'on mette un terme à ce cauchemar. Les jours suivants, je ne l'ai plus vue, mais je sentais sa présence partout, comme cette humidité lourde qui précède un orage. J'ai décidé d'aller chercher de l'aide sérieuse. J'ai consulté une thérapeute, Marie-Claude Lefebvre. Je lui ai raconté les mois de harcèlement, la sensation d'être observé, le toucher glacé sur mon visage. Elle m'a écouté avec patience, et cette voix douce, typiquement québécoise. Elle m'a conseillé de rencontrer un psychologue pour une évaluation plus poussée, le docteur Jean-François Bergeron. Après plusieurs rendez-vous et tests au CLSC, le psychologue m'a dit que j'étais atteint de schizophrénie. Il m'a expliqué que la femme que je voyais, ce sentiment d'être scruté, faisait partie de ma maladie. Le contact que j'avais ressenti, c'était ce qu'ils appellent une hallucination tactile, sentir quelque chose qui n'existe que dans l'esprit. Ils ont aussi retrouvé des antécédents dans ma famille, du côté maternel, du Saguenay. Ils m'ont dit que parfois, l'usage de substances hallucinogènes pouvait précipiter la maladie. Ces champignons que je prenais parfois au festival dans Montebello, que je n'avais jamais pensé si dangereux. J'ai été anéanti. J'ai refusé d'abord, puis lentement, j'ai accepté le diagnostic. J'ai commencé le traitement, j'ai pris mes médicaments comme prescrit, et j'ai géré ma couverture REMQ. J'ai voulu croire que tout ça était derrière moi. J'ai repris une vie normale autant que possible. J'ai trouvé du travail dans un nouveau café dans le village. J'ai appris à composer avec les ombres. Pourtant, des fois, quand je passais près du marché Atwater ou que je longeais le pont Jacques-Cartier, un frisson me traversait. Je la revoyais immobile, à m'observer. Une fois, sur la rue Sherbrooke, je l'ai aperçue de l'autre côté de la rue, et les jambes molles, j'ai fléchi. Quand je me suis retourné, elle n'était plus là. J'ai appelé ma thérapeute en tremblant, et je suis allé la voir à son bureau à Outremont. Elle m'a rassuré. Ce n'était qu'un symptôme. Continue les médicaments, m'a-t-elle dit. Avec le temps, j'ai appris à dompter la peur. Je ne suis pas guéri au sens absolu. J'ai toujours des hallucinations auditives et visuelles de temps à autre. Elles ne disparaissent jamais complètement. Je m'efforce d'éviter les déclencheurs. Pas de nuit blanche pendant le festival. Juste pour rire, pas de retour tardif dans des quartiers vides. Je vis du mieux que je peux. Je travaille, je me soigne. Mais parfois, au détour d'une ruelle, au reflet d'une vitre, j'ai l'impression qu'elle me regarde. Ce n'est jamais tout à fait parti. Ça revient, et comme une vieille rengaine qu'on ne peut plus chasser. Je raconte ça pour ceux qui traversent des choses semblables au Québec. Vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide, des lignes d'écoute, des ressources comme Telaide,
votre GMF local, des gens pour tendre la main quand la nuit semble trop longue. Et si jamais, au fond d'une rue, vous entendez des talons qui claquent derrière vous, souvenez-vous seulement d'une chose. Votre cœur sait quand il faut courir. Faites-le et cherchez de l'aide après. Il faisait une belle journée d'été à Montréal. Je revenais du gymnase, à pied, dans le quartier du plateau Mont-Royal, et j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. J'habitais dans les rues calmes et arborées d'Outremont, et la ville m'avait toujours paru sûre, le jour comme la nuit. Je fredonnais sans y penser, la brise chaude caressant ma peau, quand j'ai entendu un moteur rugir derrière moi. C'était à une quinzaine de mètres, mais ce bruit m'a cloué sur place. Quelque chose dans cette accélération m'a donné un mauvais pressentiment, un nœud froid au creux de l'estomac. J'ai fait demi-tour, prêt à continuer ma route, et la voiture a accéléré. Elle ne descendait pas l'avenue, elle fonçait droit sur moi. J'ai paniqué sans y croire tout à fait. Peut-être que le conducteur avait une crise, pensais-je, et peut-être qu'il perdait le contrôle. Sauf que la voiture visait ma trajectoire. J'ai plongé sur le côté au dernier instant. L'air a sifflé près de mon oreille. J'ai senti les gouttes de sueur couler le long de ma nuque. Le véhicule a dévié d'un coup et est reparti, laissant derrière lui une odeur d'essence chaude et de pneus brûlés. Mon cœur tambourinait comme si quelqu'un le frappait avec le poing. J'ai repris mon souffle, la bouche sèche, incapable de mémoriser la plaque. Trop secoué pour appeler le service de police de la ville de Montréal, je me suis contenté de compter mes bénédictions et de continuer. Quelques rues plus loin, j'ai cru être sorti d'affaire. Je cherchais une bouteille d'eau dans mon sac quand ce même moteur est revenu, encore plus fort. J'ai espéré me tromper, mais le même type fonçait à nouveau vers moi. Il venait plus vite. Je n'avais nulle part où aller. J'ai plongé sur la pelouse d'un jardin. J'ai senti l'herbe humide écraser mes paumes. La voiture est passée, à quelques centimètres à peine. Le vent de son passage m'a brûlé la peau. J'ai vu l'intérieur à une fraction de seconde, une silhouette floue, la mâchoire serrée. Je tremblais comme une feuille. Je me suis relevé en un bond, j'ai attrapé mon sac et j'ai pris la fuite. Je courais, je composais le 911 d'une main et j'entendais déjà le moteur revenir pour un tour. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi et j'ai vu la voiture faire un demi-tour, venir me retrouver. La rue était résidentielle, pas de dépanneur, pas de boutique où se réfugier. J'ai sauté des clôtures, j'ai dévalé des trottoirs, j'ai foncé à travers des cours arrière, le cœur au bord des lèvres. Et le pneu crissait, de plus en plus près. Mes poumons brûlaient, mes jambes s'emballaient, et ma tête cognait comme si elle allait éclater. La personne au bout du fil a finalement décroché. J'ai raconté en haletant. L'opératrice m'a conseillé de trouver un abri, une maison, d'attendre les policiers. J'ai essayé, je l'ai juré. Et puis j'ai baissé la garde juste une seconde qui m'a coûté cher. La voiture m'a rattrapé par l'arrière. J'ai été projeté en l'air, comme si on m'avait lancé. Le béton a accueilli ma tête avec une violence sourde. J'ai entendu un craquement qui n'appartenait pas au monde, juste à mon crâne. Mes yeux se sont brouillés, les sons se sont étouffés, et la dernière image nette que j'ai gardée avant que tout ne se dérobe, c'étaient les feux arrière qui s'éloignaient et le grincement aigu des pneus. Et je ne sais pas combien de temps je suis resté étendu là. L'odeur du bitume et le goût métallique du sang dans ma bouche flottaient autour de moi. Une passante, une femme qui s'appelait Marie-Claude, s'est penchée et a crié. Elle a appelé de l'aide.
Ensuite, des sirènes, des voix étouffées, l'odeur désinfectante de l'ambulance. On m'a emporté au CHUM, au centre-ville. Ils m'ont annoncé que j'avais plusieurs fractures et des blessures internes. Ils m'ont mis dans un coma artificiel pendant plusieurs jours. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde était blanc et trop lumineux. On m'a dit que j'avais eu de la chance, que la plupart des gens arrivant avec ce genre de traumatisme n'en sortaient pas. Les policiers m'ont interrogé. Le sergent Jean-François Tremblay m'a expliqué qu'il s'agissait probablement d'un acte ciblé et d'un délit de fuite intentionnelle, vu le secteur où j'avais été frappé. Il m'a parlé d'incidents bizarres à Outremont, de regards qui pesaient, de voitures qui rôdaient. Tout ça a sonné comme une phrase fatale. J'ai passé des mois à me remettre. La douleur physique a fini par s'atténuer. Les cauchemars, eux, sont restés. Après 7 mois, quand on m'a autorisé à marcher de nouveau sur de longues distances, j'ai repris le chemin du travail, comme si je tâchais de me prouver quelque chose. Je traversais le Mile End et j'ai cru reconnaître la voiture. Une frappe glacée m'a traversé l'échine. J'ai détalé, machine à remonter le temps en tête. Mais cette fois, j'ai réussi à m'engouffrer dans les ruelles, à zigzaguer entre les rues latérales. La voiture m'a pourchassé, c'est du moins ce que j'ai cru, et je me suis caché. J'ai retenu ma respiration. J'ai senti le monde se contracter autour de mes poumons. Et puis, elle est passée sans s'arrêter, et je me suis rendu compte que j'avais confondu. Ce n'était pas la même voiture. Juste un conducteur qui allait dans ma direction. Le soulagement m'a envahi, mais il n'a pas chassé la peur. J'ai commencé à me demander pourquoi on avait voulu me tuer. Était-ce une vendetta, un règlement de compte lié à la ville, une folie au hasard? Aucune réponse ne venait. Cette absence de raison me rongeait plus que la douleur. Je suis devenu hyper vigilant. Mes nuits étaient peuplées d'images d'optique, phares dans la pénombre, carrosseries glissant comme des bêtes affamées. Je regardais toujours par-dessus mon épaule. Je ne rentrais jamais seul. À chaque vibration de moteur, mon pouls se précipitait. Et j'ai commencé à dormir peu, à me réveiller en sursaut, à compter les battements de mon cœur comme on compte des pas pour calmer la panique. J'ai fini par me procurer du poivre au poivre de défense et un sifflet. Ces objets me donnaient l'illusion d'un contrôle, un pansement sur une plaie qui ne saignait pas à l'œil nu. Les années sont passées. Je n'ai plus revu la voiture. J'ai baissé la garde petit à petit. J'ai repris des promenades en journée. J'ai rallumé des rituels volés par la peur. Et puis, un jour, sur l'avenue du Parc, elle était là, stationnée sur le bord de la route. J'ai senti mes jambes se transformer en guimauve. Les souvenirs ont jailli, chauds et noirs. La course, le crissement des pneus, la douleur qui remontait de la colonne. J'ai ralenti comme si je marchais sur des braises. La voiture était vide, et vide comme une coquille. Vide, mais assez pour que le passé se réincarne. J'ai appelé à nouveau le service de police de la ville de Montréal. L'agent Luc Bergeron est venu voir. Ils ont inspecté le véhicule. Il n'y avait rien d'évident, pas de traces qui corroborassent mon histoire, pas de marque de sang, pas de témoins qui se rappelaient. Les policiers m'ont dit que tout cela avait l'air d'une coïncidence. Ils m'ont conseillé de ne pas céder à la peur. Sans preuve, ils n'avaient pas de piste à suivre. Leur voix était professionnelle, mais je sentais l'indifférence glisser entre les mots comme une aiguille. Revoir la voiture m'a replongé dans l'état d'alerte permanent. J'ai senti ma santé mentale se fissurer. J'ai commencé une thérapie avec la Dré Isabelle Gagnon. J'ai parlé beaucoup,
et de la violence du moteur et du souffle de l'asphalte, des nuits où mes mains cherchaient un refuge inexistant. Ma thérapeute m'a recommandé de confronter ma peur, de la regarder en face pour trouver une forme de clôture. Je l'ai prise au pied de la lettre, à ma façon idiote. Pendant des jours, j'ai arpenté la ville pour retrouver cette voiture. J'ai sillonné Outremont, j'ai remonté le plateau, j'ai traîné dans les ruelles jusqu'à ce que mes chaussures pleurent. J'étais persuadé que la seule façon de reprendre possession de la rue était de la trouver. Finalement, je l'ai retrouvée. Mon souffle s'est coupé quand je me suis approché. En m'avançant, j'ai remarqué que le modèle ne correspondait pas à mes souvenirs. Un soulagement sourd m'a envahi, comme une vague qui retire le sable des jambes. Ce n'était pas le même véhicule qui m'avait percuté. La révélation m'a vidé, mais elle m'a aussi permis de respirer pour la première fois depuis longtemps. Peut-être que je n'étais qu'une cible de circonstances. Peut-être que le hasard avait juste croisé ma route une nuit d'été. Je ne le saurais jamais. Mais avoir fait face à cette peur-là m'a donné quelque chose. Pas la certitude, pas la paix totale, mais la possibilité de marcher sans que chaque moteur devienne une menace. La paranoïa a peut-être survécu, tapie dans un coin, mais j'ai appris à ne plus lui céder tout mon espace. Je suis sorti de cette histoire avec des os qui ont refusé d'oublier et un esprit qui a appris à se battre. Et si la voiture revenait? Je sais maintenant que je ne courais plus tout à fait comme avant. J'ai gardé le sifflet et le spray, mais surtout, j'ai gardé cette leçon. Le bruit d'un moteur peut réveiller un démon, mais parfois, c'est juste la ville qui roule. Parfois, le pire, ce n'est pas ce qui nous poursuit dehors, mais ce qui s'installe dans notre tête et y plante sa tente pour longtemps. J'ai marché jusqu'à chez moi, après une après-midi de magasinage, au centre Eaton, à Montréal. C'était la Saint-Valentin, et je m'étais offert une pause, un peu de temps pour moi. Le soleil s'était mis à baisser. Le ciel avait pris une teinte rose et orange au-dessus du plateau Mont-Royal. J'ai décidé de rentrer par le long chemin, par l'avenue du Mont-Royal, juste pour profiter de ce calme et de cette beauté qui m'entourait. J'avais 25 ans et j'étais tout excité d'avoir retrouvé du travail au Café Olympico, tout près de mon appartement sur la rue Saint-Denis. J'avais enfin quitté la maison de mes parents à Laval. J'avais senti que ma vie prenait la direction que je voulais. J'écoutais de la musique dans mes écouteurs, mais quelque chose m'avait mis les nerfs en pelote. J'ai senti, plus qu'autre chose, qu'on me regardait, comme si une paire d'yeux invisibles s'était posée sur chacun de mes gestes. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ma respiration est devenue courte. J'ai accéléré le pas, j'ai dépassé les bistrots et les petites boutiques, espérant juste arriver chez moi. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Bien sûr, il était là. C'était mon ex, Jean-François, celui qui n'avait pas réussi à m'oublier, qui n'avait jamais lâché prise depuis notre rupture. Pendant les premiers temps, il avait essayé de me reconquérir avec des fleurs envoyées à la maison, avec des lettres douces par la poste. C'était romantique, presque innocent. Sauf que moi, je ne voulais pas revenir en arrière. Je n'avais jamais répondu. J'avais espéré l'oublier. Je ne l'avais pas vu ni entendu depuis quelques mois. Je pensais qu'il avait compris. Apparemment, non. Il marchait à une dizaine de pas derrière moi, en zigzagant dans la foule du trottoir. Quand je me suis retourné, j'ai vu dans ses yeux quelque chose de sinistre. Il avait toujours eu un côté flippant, mais là, c'était autre chose. Il n'a rien dit. Il m'a souri. Un sourire qui m'a glacé le sang.
J'ai essayé de l'ignorer et de continuer, mais il a commencé à raccourcir la distance, à se rapprocher à chaque pas. J'ai tourné sur la rue Rachel, en espérant le semer, mais il était toujours là. À chaque pas que je faisais, il faisait le même, à 5 pas derrière moi. La panique m'a saisi. J'avais toujours pensé qu'il était sûr de marcher seul dans Montréal. Ce soir-là, j'ai senti que j'étais traqué, comme une proie. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé une amie. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé ma coloc. Pas de réponse non plus. Et j'étais seul, complètement seul. J'avais déjà appelé le SPVM à propos de lui, plusieurs fois. La dernière fois, il m'avait dit, sans détour, de ne plus appeler à moins que ce soit vraiment une question de vie ou de mort. Je ne voulais pas entendre ça encore. Alors j'ai couru. J'ai sprinté en priant d'arriver à mon immeuble avant qu'il ne me rattrape. Je l'ai entendu se rapprocher. Ses pas claquaient sur le trottoir enneigé. J'ai entendu son souffle, lourd, presque tangible derrière moi. Mon propre souffle s'est transformé en halètement. Mon cœur martelait ma cage thoracique. J'ai su que je devais continuer. Je suis arrivé enfin à mon immeuble sur la rue Hutchison. J'ai forcé la porte, je suis entré, et il a attrapé la poignée. Il est entré avec moi. J'ai entendu ses pas résonner dans l'escalier, tandis que je courais jusqu'à mon appartement. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Une fois enfermé, j'ai cru respirer. J'ai voulu hurler et pleurer en même temps, mais je n'ai rien fait. Mon esprit tournait en rond. Je ne savais pas quoi faire. Appeler le SPVM me tétanisait. Faire une scène me terrifiait. Attirer l'attention me paraissait dangereux. Je voulais juste que tout s'arrête. Je voulais que Jean-François redevienne un souvenir. Un type qui avait tourné la page quand une histoire s'était terminée. Ma coloc, Marie-Pierre, m'a trouvé recroquevillé devant la porte. Je me suis laissé tomber par terre comme un petit animal blessé. Elle m'a parlé, entre 2 sanglots et des respirations rapides. Je lui ai raconté tout. Elle a blêmi. Elle m'a dit qu'elle s'en fichait de ce que la police avait dit la dernière fois, qu'elle allait appeler le SPVM. Être suivi jusque chez soi par son ex-fou, c'était une urgence. C'était dangereux. Au moment où elle a communiqué avec la centrale, on a entendu un bruit dehors, contre la porte. J'ai gelé. Mon cœur s'est mis à tambouriner si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Marie-Pierre et moi, on s'est regardés, les yeux énormes, à l'affût du moindre son. Était-il en train d'essayer d'entrer? J'ai attrapé un couteau dans la cuisine, tout tremblante, juste au cas où. Le bruit a cessé un instant, et j'ai senti mes épaules se détendre un peu. Ma coloc expliquait la situation au téléphone. Puis c'est reparti, plus fort. Un martèlement sourd. Ce n'était pas la porte qui recevait des coups, comme on le fait pour entrer. Ah, c'était comme s'il piétinait autour de la porte, enragé, incapable d'entrer. Je n'avais jamais entendu ce côté de lui. Pendant toute la relation, il était resté normal, ou du moins, il avait donné cette apparence. On avait rompu parce qu'il m'avait trompé. Il avait risqué tout ce qu'on avait pour une nuit avec une inconnue. Ça m'avait montré que notre histoire ne valait pas grand-chose pour lui. Je me suis dit qu'il aurait dû passer à autre chose avec le temps. Sauf que non. Je me suis approché de la porte, le couteau serré entre les doigts. J'ai regardé dans l'œil de bœuf. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu sa respiration, comme si sa bouche était collée au bois, essayant d'écouter le moindre souffle. Ma poitrine s'est resserrée. Je me suis mise à paniquer à nouveau. Marie-Pierre m'a forcé à respirer, à me calmer. Les policiers du SPVM nous ont dit de rester à l'intérieur,
de garder la porte verrouillée. Ils ont dit qu'ils arriveraient en environ 10 minutes. On s'est assise sur le plancher, dos contre le mur, et on a attendu. À chaque seconde, j'entendais sa respiration à travers la porte. Un bruit humide, une présence, une envie féroce de rentrer. Je savais dans les os qu'il ne voulait pas juste parler. Je savais, sans savoir comment, que ce qu'il préparait était pire que tout ce que mon imagination pouvait fabriquer. Quand les agents sont arrivés, j'ai senti un parfum de soulagement, mais aussi de colère sourde. Ils ont arrêté Jean-François. Il n'a pas résisté. Il est monté dans leur véhicule sans se débattre. Ils l'ont embarqué et je me suis effondré en partie, comme si j'avais enfin pu lâcher un peu de la tension accumulée. Mais la peur n'est pas partie. Elle est restée, comme une ombre collée à moi. Après ça, je n'ai plus jamais réussi à rentrer seul la nuit dans les rues de Montréal. Je n'ai jamais oublié la sensation d'être suivi, traqué par quelqu'un qui prétendait m'aimer. J'ai eu de la chance. Je suis sortie vivante. Mais la pensée de ce qui aurait pu arriver m'a hanté chaque jour. J'ai appris que la personne dont on est amoureux peut devenir un monstre. J'ai appris à faire confiance à mes tripes. J'ai appris à écouter ce qui serre l'estomac avant même que la raison ne parle. J'espère que mon histoire servira d'avertissement, que quelqu'un, quelque part, arrêtera de minimiser un frisson dans la nuque, une sensation d'être observé. L'obsession peut naître sous l'apparence de l'amour, et l'obsession peut virer au dangereux en un battement de cœur. Pourquoi je vous raconte ça au milieu d'un bar, à voix basse? Parce que je veux que vous entendiez le souffle, le bruit des bottes sur la neige, le martèlement contre une porte. Parce que je veux que vous sentiez l'odeur du froid qui pique le nez, le goût de l'adrénaline. Parce que j'ai soigné mes plaies, mais je porte encore les cicatrices. Et parce que parfois, il suffit d'un regard de trop pour que tout bascule. Faites confiance à votre instinct. Si quelqu'un vous suit, si quelque chose cloche, ne l'ignorez pas. Ne laissez pas l'amour aveugler votre prudence. La rue peut être bien plus glissante qu'on ne le croit.